On vit dans un monde qui semble un peu paradoxal. On nous parle sans arrêt de collaboration, de coopération. Ah oui, les chaînes d'approvisionnement mondiales, l'innovation ouverte, les marchés interconnectés. C'est ça. Et pourtant, dans les mêmes journaux, on lit des titres comme guerre des puces, guerre du cloud ou encore guerre des normes. C'est vrai? Comment est-ce que ces deux réalités peuvent coexister? D'un côté, on a cette image d'un commerce qui serait pacifique, et de l'autre, une rhétorique guerrière qui, elle, est permanente. C'est le grand paradoxe de notre époque, vous avez raison. Et pour le comprendre, je crois qu'il faut accepter une idée qui est assez dérangeante. Laquelle? L'idée que la compétition économique, ce n'est pas l'alternative à la guerre. C'est souvent la guerre, mais continuée par d'autres moyens. Et ce n'est pas nouveau. Pas du tout. En fait, c'est peut-être même l'une des plus vieilles histoires du monde. Une histoire qui a commencé bien avant les nations et les empires que l'on connaît aujourd'hui. C'est donc ce fil qu'on va essayer de remonter aujourd'hui. On va plonger dans cette histoire mondiale de la guerre économique. Hmm. Et le but, ce n'est pas juste pour l'anecdote, c'est pour tous ceux qui veulent décrypter les véritables rapports de force qui se cachent derrière les accords commerciaux, les innovations ou même les faillites d'entreprises. C'est ça. Comprendre pourquoi un conflit sur l'acier ou la 5G, si bien plus qu'une simple affaire d'argent. On va voir que les armes ont changé, bien sûr. On est passé de l'épée au brevet, j'imagine. Exactement. Du blocus naval à la cyberattaque. Mais la logique profonde, elle, reste la même. C'est une exploration de la face cachée du pouvoir. Une face qui façonne notre monde bien plus qu'on ne le pense. Alors, pour commencer, on peut peut-être partir d'une histoire très concrète. Une histoire qui montre bien que l'idée de faire la guerre pour forcer un partenaire à commercer, eh bien, ça ne date pas d'hier. Non, en effet. On est en Chine, un siècle avant notre ère. L'empereur a un problème très simple. Ces chevaux ne sont pas assez bons pour son armée. C'est ça. Il entend parler de montures légendaires qu'on appelle les chevaux célestes du royaume de Daiyuan en Asie centrale. Des chevaux de guerre, donc. Oui, des bêtes si puissantes, dit la légende, qu'elles suent du sang. Pour un empire en pleine expansion, c'est un atout stratégique absolument majeur. Donc il veut les acheter. Il envoie une mission diplomatique, avec beaucoup d'or, pour en acheter. Une offre commerciale, tout ce qu'il y a de plus classique. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu. Pas du tout. Le roi du Yuan refuse. Et pire, pour bien montrer qu'il ne plaisante pas, il fait assassiner l'émissaire chinois et il vole son or. L'affront est total. Et j'imagine que la réponse ne va pas être diplomatique. La réponse va être fascinante. Il n'envoie pas une petite force punitive pour l'honneur. Non, il envoie une armée colossale de 60 000 hommes pour assiéger la capitale du Yuan. 60 000 hommes. Et le but, ce n'est pas d'annexer le royaume. Le but ultime de cette guerre, c'est de forcer le roi à vendre ses chevaux. C'est l'un des premiers exemples aussi clairs qu'on ait d'une guerre d'accès au marché. La force militaire comme un ouvre-boîte commercial. Et ce lien entre la violence et l'économie, vous disiez que c'est encore plus ancien. Les archéologues ont des preuves de ça? Oui, tout à fait. Dès que l'humanité a commencé à produire et à stocker des surplus, avec l'agriculture au néolithique, les choses ont basculé. C'est-à-dire? Tant qu'on est chasseur-cueilleur, le conflit reste limité. Mais à partir du moment où un village a une grange pleine de blé et que le village d'à côté a faim, la notion de propriété privée crée une nouvelle forme de convoitise. Ah oui, d'accord. Les premières fortifications qu'on retrouve, elles ne sont pas là pour se protéger d'armées impériales. Elles sont là pour se protéger du voisin qui vient piller les récoltes. La richesse économique devient la cause première du conflit organisé. On a donc la force brute pour prendre une ressource ou pour ouvrir un marché, mais il y a une autre facette de cette guerre économique beaucoup plus subtile. La ruse. La ruse, l'espionnage. Et là, l'exemple le plus spectaculaire, c'est le secret de la soie. À la soie. Il faut vraiment s'imaginer ce que ça représentait à l'époque. Pendant presque 4000 ans, la Chine a eu le monopole absolu. 4000 ans! C'était comme détenir, seul au monde, le secret de la microélectronique ou de l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'était un secret d'État gardé de manière impitoyable. Qu'est-ce qu'on risquait? Tenter d'exporter des œufs de verre à soie, c'était la peine de mort. Directement. La soie, ce n'était pas qu'un tissu de luxe, c'était une arme diplomatique, une monnaie, le pilier de la puissance chinoise. Attendez, mais 4000 ans de monopole, c'est une durée qui dépasse l'entendement. Ça veut dire que pendant toute l'existence de l'Empire romain, par exemple, personne en Occident n'avait la moindre idée de comment on fabriquait ce tissu qui valait son pesant d'or? Aucune idée, qui était déguisée en mariage royal. Racontez-nous ça. La légende raconte qu'un roi du Khotan, un royaume voisin, demande la main d'une princesse chinoise.
Une fois les fiançailles acceptées, il lui fait passer un message en secret. D'accord. Il lui explique, en gros, que dans son royaume il n'y a pas de soie, et qu'il serait terrible qu'une femme de son rang ne puisse plus porter les magnifiques robes auxquelles elle est habituée. C'est une approche assez habile, il joue sur la vanité. Très habile. Et il lui suggère la solution. Cacher des œufs de bombique, le fameux ver à soie, et des graines de mûrier, qui est sa seule nourriture, dans sa coiffe. Dans sa coiffure. Dans sa coiffure. Le jour où la princesse passe la frontière, les gardes chinois fouillent méticuleusement tout le convoi. Mais bien sûr, ils n'osent pas demander à la future reine d'enlever sa coiffure monumentale, sacrée. C'était la cachette parfaite. La cachette parfaite, au vu et au su de tous. Le secret le mieux gardé du monde venait d'être volé. Pas par un commando, mais Grâce à une coiffure. c'est une histoire incroyable. On a donc la force brute d'un côté et la ruse pour voler un secret de l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe quand ces deux stratégies fusionnent? Quand on utilise une armée, non pas pour soi-même, mais en la manipulant pour qu'elle serve ses propres intérêts commerciaux. Là, on atteint un niveau de cynisme supérieur. On est d'accord. Et ça, c'est un peu le chef-d'œuvre qu'ont réalisé les cités-États italiennes et surtout Venise. Au Moyen-Âge, oui, pendant tout le Moyen-Âge, Venise et Gênes se livrent une guerre économique sans merci pour le contrôle des routes commerciales en Méditerranée. Et en 1204, Venise va réussir un coup de maître. On parle de la 4e croisade, une armée de chevaliers européens qui se rassemblent pour aller libérer la Terre Sainte. Un objectif noble, religieux, du moins en apparence. En apparence seulement, parce que pour aller là-bas, les croisés ont besoin de navires, et ils contractent une dette énorme auprès des Vénitiens qui sont les seuls à avoir une flotte assez grande. Mais ils ne peuvent pas payer. Exactement. Arrivés à Venise, les croisés n'ont pas assez d'argent. Le doge de Venise leur propose alors un arrangement. Il efface une partie de la dette s'ils acceptent de faire un petit détour. Et le détour, c'est Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin. Une ville chrétienne et surtout, Grande rivale commerciale de Venise. précisément, les Vénitiens réussissent à convaincre les chefs croisés de mettre à sac la plus grande ville chrétienne du monde. C'est un carnage, la ville est pillée, ses richesses sont emportées à Venise, mais le butin matériel, ce n'est rien. Le vrai gain est ailleurs. Le gain stratégique est immense. D'un seul coup, Venise élimine son principal concurrent, s'empare de ses comptoirs, de ses marchés, de ses routes. On a vraiment l'exemple parfait d'une opération militaire qui est complètement détournée à des fins de profit. C'est du piratage à l'échelle d'un empire. C'est ça, mais avec la bénédiction de l'Église. Ce qui est fascinant, c'est qu'à ce stade, on est encore dans des actions qui sont opportunistes, même si elles sont géniales dans leur genre. Mais il y a un moment où cette guerre économique va devenir une doctrine, une stratégie planifiée, théorisée. Oui, et ce moment, c'est la Première Guerre mondiale. Le concept n'est pas tout à fait nouveau, mais c'est là qu'il est formalisé. Un stratège français, qui deviendra d'ailleurs plus tard ministre des Finances, Frédéric François Marsal, D'accord. il développe une doctrine de guerre économique totale. L'idée va bien au-delà du simple blocus naval. Le champ de bataille n'est donc plus seulement la ligne de front, c'est tout le pays adverse. L'ouvrier à l'usine et le fermier dans son champ deviennent des cibles. C'est exactement ça. L'idée, c'est de frapper l'ennemi par l'arrière. Il ne s'agit pas seulement d'affaiblir son économie pour qu'il ne puisse plus produire d'armes, C'est plus profond. c'est surtout de détruire le moral de la population civile. On va rationner, désorganiser les industries, couper les communications, pour que la famille du soldat qui est dans les tranchées souffre de privation. C'est terrible. L'objectif, et c'est écrit noir sur blanc, c'est que la lassitude et le désespoir des civils se propagent jusqu'au front pour, je cite, « amollir les courages ». L'économie devient une arme psychologique. Le moral de la nation est un front à part entière. Et puis, le mur de Berlin tombe. Le grand affrontement idéologique Est-Ouest disparaît. On aurait pu penser qu'on entrait dans une ère de paix et de coopération. C'est ce qu'on a appelé un peu vite la fin de l'histoire. Mais en réalité, la disparition de cet ennemi commun a eu l'effet inverse. Elle a libéré les appétits et elle a exacerbé la compétition économique. On entre dans l'ère de l'hypercompétition mondiale. Et là, tout change. Le terrain de jeu, les armes et même les joueurs changent radicalement. Mais attendez, est-ce qu'on ne noircit pas un peu le tableau? Il y a quand même eu l'Organisation mondiale du commerce, les accords de libre-échange. On a construit tout un système après la Seconde Guerre mondiale pour justement remplacer la loi du plus fort par des règles communes. C'est une excellente question. Est-ce que ça n'a pas fonctionné du tout? Si, la réponse est nuancée. Ce système a fonctionné, et il fonctionne encore, mais il a une limite majeure. Laquelle?
il est efficace tant que les intérêts stratégiques vitaux des grandes puissances ne sont pas en jeu. Mais dès qu'un enjeu est jugé existentiel, la suprématie technologique, la sécurité énergétique, le contrôle des données, alors là, les règles sont soudainement contournées, réinterprétées, ou les institutions sont tout simplement paralysées. Et c'est là qu'apparaissent de nouvelles armes, beaucoup plus discrètes que des armées ou des blocus. Des armes souvent invisibles, oui. On parle d'intelligence économique qui devient une priorité d'État. L'espionnage industriel change d'échelle avec le numérique, mais l'arme la plus redoutable et la plus méconnue, c'est peut-être l'arme du droit. L'arme du droit. Oui. Ce qu'on appelle le lawfare. Les États-Unis en sont passés maîtres avec l'extraterritorialité de leurs droits. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'extraterritorialité du droit. Qu'une loi américaine peut s'appliquer à une entreprise française en France. En résumé, oui. Si une entreprise étrangère utilise le dollar dans une transaction, même pour un montant minuscule, ou si un de ses emails transite par un serveur situé aux États-Unis, la justice américaine peut s'estimer compétente. C'est incroyable. Et elle utilise cette compétence pour imposer ses propres règles, notamment en matière de lutte contre la corruption, à des entreprises du monde entier. Il suffit de penser à l'affaire Alstom. L'ancien fleuron industriel français dans l'énergie et les transports. Un cas d'école. Au début des années 2010, les États-Unis utilisent une loi anticorruption pour poursuivre Alstom sur des faits qui se sont déroulés en Indonésie. Plusieurs de ces cadres sont arrêtés, la pression est énorme. Et le résultat? Une amende record de plus de 700 millions de dollars et, dans la foulée, la vente de la branche énergie d'Alstom, la plus stratégique, à son principal concurrent. À l'américain General Electric. Exactement. Pour beaucoup d'observateurs, c'était une manœuvre de guerre économique parfaitement exécutée qui a utilisé l'arme du droit pour affaiblir un concurrent et permettre son rachat. C'est vertigineux parce que le terrain de jeu lui-même semble avoir changé. Avant, c'était un royaume contre un autre. Aujourd'hui, on entend parler des GAFAM, dont la capitalisation boursière dépasse le PIB de la plupart des pays du monde. Les États ne sont même plus les seuls capitaines à bord. C'est la grande question du XXIe siècle. Ces multinationales ne sont plus de simples acteurs économiques, elles possèdent les infrastructures critiques de notre époque. Le cloud, les systèmes d'exploitation, les réseaux sociaux. Les flux de données. Tout à fait. Et elles façonnent les lois par le lobbying. Face à ça, les États n'ont pas tous la même lucidité. Les États-Unis, dès les années 90, ont officiellement fait de la sécurité économique une priorité de sécurité nationale. En mobilisant toutes leurs agences. Oui, y compris la CIA et la NSA pour soutenir leurs entreprises. Et en face, on a ce que les sources appellent l'Europe candide. Oui, c'est une formule. Une Europe qui s'est construite sur l'idée de la paix par le doux commerce, une idée qui vient de Montesquieu. Elle a eu énormément de mal à intégrer cette dimension conflictuelle des échanges. À admettre que des alliés peuvent être des adversaires. Voilà, à admettre que ses plus proches alliés politiques et militaires, comme les États-Unis, pouvaient être en même temps ses adversaires économiques les plus féroces. La prise de conscience est en cours, mais elle est tardive. Si on rassemble toutes les pièces du puzzle de la Chine ancienne qui veut des chevaux, jusqu'à l'affaire Alstom, on a l'impression que l'idée reçue du commerce qui adoucit les mœurs n'est qu'une exception. La règle, ça semble être le conflit. C'est ça, le véritable enseignement. Le doux commerce est souvent un mythe. Ou du moins, c'est un luxe pour les périodes où les rapports de force sont stables. Fondamentalement, les relations économiques sont des relations de pouvoir. Comprendre ça, ça change complètement la manière de lire l'actualité. C'est vrai. Une dispute sur les taxes sur l'acier, une bataille pour savoir qui construira le réseau 5G, une OPA hostile sur une entreprise de yaourt jugée stratégique. Ce ne sont pas juste des faits divers économiques. Non. Ce sont les escarmouches et les grandes batailles de la guerre économique contemporaine. Et le fait de le savoir, ça nous pousse à poser les bonnes questions derrière chaque titre de journal. Par exemple, Qui profite réellement de cet accord? Quelle nation cherche à imposer sa technologie et donc à créer une dépendance? Pourquoi cette entreprise est-elle ciblée maintenant? C'est une grille de lecture qui permet de voir la géopolitique à l'œuvre derrière la façade de l'économie. en résumé, ce voyage à travers l'histoire nous montre une continuité qui est absolument frappante. Oui, de la lutte d'un clan préhistorique pour un territoire de chasse fertile à la bataille d'aujourd'hui pour le contrôle des semi-conducteurs, la logique reste la même. La quête de ressources. La quête de ressources rares, la recherche d'un avantage décisif et l'exercice de la domination. Seul le décor, la sophistication et les armes ont changé. Ce n'est donc pas simplement une histoire du commerce ou de l'économie, c'est une relecture de l'histoire du pouvoir lui-même. Ça révèle les mécanismes cachés qui, hier comme aujourd'hui, déterminent la puissance des nations. La richesse ou la pauvreté des peuples, absolument.
Et ça nous enseigne que pour comprendre le monde de demain, il faut peut-être moins regarder les cartes des états-majors militaires Et plus les stratégies des entreprises? et beaucoup plus les stratégies d'investissement des fonds souverains, les brevets déposés par les géants de la tech et les flux de données invisibles qui parcourent la planète à chaque seconde. C'est là que se joue la véritable partie. Ce qui nous amène à une dernière pensée, peut-être une question pour la suite? Dans ce monde où l'information est devenue à la fois la ressource la plus précieuse et l'arme la plus redoutable, qui sont les véritables souverains? Sont-ce encore les États que nous élisons, ou bien les empires technologiques qui contrôlent les données et qui, par leurs algorithmes, façonnent ce que nous savons, ce que nous pensons et finalement, ce que nous désirons?